J'ai rendez-vous avec vous. Madame ma gardière, comme je lui dois être dessous. J'avais sa table, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. J'ai rendez-vous avec vous. Puyo est un village rural, mais un village rural pas tout à fait comme les villages ruraux qu'on rencontre autour de nous. Surtout un esprit d'ouverture, je crois, et de fraternité, de solidarité, un petit peu différent de ce qu'on rencontre ailleurs. Ça c'est au basilic. Là vous avez de la saucisse sèche, c'est de la nature. Ça c'est la saucisse sèche basique. Rivière montagneuse qui descend des montagnes Pyrénées, nous voyons que Puyo est situé sur une butte, une élévation. Et effectivement, l'origine du nom pourrait bien provenir de cette situation en hauteur. Ce nom Puyo, on retrouve la racine puy, comme dans Puy de Sancy, Puy de Dôme, racine qui en vieux français voulait désigner une élévation, une butte, un tertre. Alors maintenant, nous ne savons pas si l'origine du nom de Puyo vient du fait de cette situation naturelle ou du fait de l'homme. En effet, il y avait à Puyo un tumulus, une ancienne sépulture extrêmement ancienne, qui datait d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Or, en Béarn, il y a un certain nombre de ces tumulus et ils s'appellent ici, dans la langue du pays, des Puyos. Donc il se peut bien que le nom de Puyo provienne soit de l'élévation naturelle, soit du tumulus lui-même, qui était l'un des plus gros du Béarn, et ce tumulus aurait pu donner le nom au village de Puyo, à moins que ce soit les deux choses à la fois. Le village est situé en bordure du Gave de Pau, une rivière montagneuse qui provient directement des Pyrénées, et rivière impétueuse, puisqu'elle connaît des crues qui sont assez incroyables, assez fortes, et Puyo a toujours survécu à ces crues, grâce notamment à sa situation privilégiée, puisque, comme son nom l'indique, Puyo est situé sur un monticule. Cette situation privilégiée de Puyo n'allait pas manquer d'attirer les industriels. Nous avons notamment une famille d'industriels français, la famille Saint, qui s'investissait dans la fabrication de toiles d'emballage, qui sera particulièrement intéressée par une installation à Puyo. L'usine Saint-Frère est née dans les années 1856-57 sur ce qu'on appelle la vallée de la Nièvre et plus particulièrement à Flixecourt, qui en est le siège social à l'époque. Et Saint-Frère continue à étoffer tout son empire dans cette vallée de la Nièvre en construisant des usines à l'Étoile, à Saint-Ouen, à Bertaucourt, à Beauval, à Pont-Rémy, à Atteville, à Étaples, à Puyo dans un futur plus lointain, mais à partir de 1856-57, Saint-Frère donne aux habitants de Flixecourt quelque chose qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire que ces gens-là vivaient, entre guillemets, pratiquement au Moyen-Âge, parce qu'ils n'avaient pas d'habitat. L'habitat a été construit par Saint-Frère dans les années 1900. Tout ça a donné aux populations de la vallée de la Nièvre des raisons de voir leur avenir dans un avenir meilleur, mais en même temps un avenir de résistance. Parce que Saint-Frère a essayé de créer un paternalisme tout à fait intéressant, hein, en ayant de la naissance jusqu'au décès, de la maternité jusqu'au cimetière, toutes les infrastructures. Attention comment ils étaient menés là-bas aussi, hein. Peut-être plus dur qu'ici encore, hein. Ah oui, c'était très dur pour eux aussi. Bon, un ou deux m'ont raconté ça. C'était très dur pour eux aussi, ils avaient le droit de rien. Ils les tenaient, comment? Avec les loyers, les maisons.
Il les tenait avec ça, parce que si jamais il voulait partir, parce que ce temps-là, il y avait du travail, on pouvait partir travailler ailleurs. Et bien s'il voulait partir, il fallait qu'il vide la maison. Et voilà comment ils étaient tenus. Derrière, il faisait payer à ses ouvriers la note, puisqu'il avait créé un système de coopérative ouvrière où les gens allaient s'alimenter chez eux, acheter des produits chez eux, et quand ils touchaient leur salaire, comme ils avaient du crédit, le salaire rentrait déjà dans le management de Saint-Frère, si on peut dire. Donc Saint-Frère a joué un rôle plus qu'important dans cette vallée de la Nièvre, hein, et ensuite a essayé d'étoffer toujours sa force et internationaliser l'immense empire de Saint-Frère, puisque Saint-Frère avait des entreprises en Côte d'Ivoire, avait des entreprises au Maroc, avait des entreprises en Algérie, avait des entreprises en Tunisie, et puis voilà, Saint-Frère a été véritablement un des fleurons du textile français et mondial. L'un des membres de cette société eut son jeune fils qui était malade, et ils étaient venus en cure, en famille, dans le sud-ouest, pour guérir ce jeune garçon. Et il s'avère que le concierge de la maison où résidait la famille Saint était de Puyot et a parlé aux frères Saint de l'activité locale de fabrication des espadrilles. Il s'agissait là d'un débouché intéressant pour les Saint-Frères, puisque la semelle de l'espadrille était fabriquée en toile de jute tressée, précisément l'activité que développait l'usine Saint-Frère. Donc les Saint-Frères sont venus prospecter le village de Puyot, ont été intéressés par une installation, notamment parce que depuis 1886, la ligne de chemin de fer reliait Puyot à Moléon, centre important de fabrication de l'espadrille, également parce que Puyot possédait à ses pieds le Gave, et l'eau était nécessaire au développement de cette activité. Donc les Saint-Frères ont vraiment été intéressés par le village de Puyot. Ils s'y sont installés, ont développé leur activité. L'usine commençait à fonctionner en 1917. En 1947, elle comportait 300 salariés. Ils ont essayé d'utiliser des pays où il y avait malheureusement la dictature qui existait, telle qu'en Espagne, telle qu'au Portugal. Et ces populations y ont trouvé forcément un intérêt à venir travailler dans les usines Saint-Frère, que ce soit certainement à Puyot comme à Flixecourt. Mes parents, l'été, ils venaient travailler ici à Montlion parce qu'ils étaient dans Navarre. Et la Navarre et le Pays Basque, c'est pas loin, quoi. Parce qu'à Montlion, il ne faut pas leur demander ce que c'est que les Girondins, ils le savent. C'est les anciens Espagnols qui venaient travailler en France, puis repartaient en Espagne. Et ça a duré 2 ou 3 ans. Et en 20, Saint-Frère s'est monté. Alors, ces gens-là, ils ont été chercher nos parents à Montlion pour venir travailler à Puyot. Les parents sont arrivés d'Espagne, et puis on les a fait appeler parce qu'il y avait du travail ici et là-bas, ils ne faisaient rien. L'intégration, je la trouve, elle est pas mal. Au début, on était un peu critiqués, les Espagnols. Ils disaient, les Français, cette saloperie d'Espagnol. Je vous le dis tel qu'ils le disaient. Viennent manger le pain. Oui. Oui, on a eu une époque au début mauvaise. Après, non, la guerre est arrivée, ça s'est un peu arrangé, mais avant c'était ça, quoi. Et on était très unis entre nous. Pourtant, entre nous, il y avait des Français aussi avec nous. Oui, il faut pas. Mais on était unis entre nous. Ça se passait bien, quoi. Mais à un moment donné, on était au moins 400. Entre bureaux et ouvriers, en bas. Il y avait l'équipe qui travaillait en journée. La plupart des ouvriers, des employés de l'usine Saint-Frère travaillaient en 2-8. Et ensuite, plus tard, mais alors beaucoup plus tard, il y a eu une 3e équipe. On n'était pas nombreux, on était 7 ou 8 à travailler de nuit. On faisait dans la 3-8. Quand on a commencé, on n'avait pas d'arrêt pour le petit déjeuner. Et après, ils nous ont donné un quart d'heure.
Alors on faisait 48 heures par semaine. On finissait à 9 heures le samedi soir, samedi, et on reprenait le lundi matin à 5 heures. Oh, c'était mieux que maintenant. Hein. Les contremaîtres, ils étaient quand même... on n'était pas... Chez Saint-Frère, on n'était pas harcelés parce qu'on ne faisait pas ceci, parce qu'on ne faisait pas cela. Si on ne faisait pas de production, on n'avait pas de paye. Hein. C'est tout. La paye, on touchait le SMIC, c'est tout. Hein. Au plus, si on faisait de la production, là, on gagnait davantage. Ah, oui. Pour l'époque et tout ça, les salaires étaient très honnêtes. Hein. Très honnêtes. Parce que moi, je faisais les payes, et les payes, celles qui ne faisaient pas assez de production, le machin, c'était réajusté. Oui, il y avait la bonne ambiance. Oui, il y avait un peu de méli-mélo, oui, des fois aussi. Oui, mais ça, c'est la vie de l'usine. Ça, c'est... Chacun se débrouillait. Oui, mais c'est vrai que ça existait. Pour avoir 5 kilos de plus à la pesée, ça se passait un peu, et voilà. Mais il ne faut pas le dire, hein, ça. Vous ne le mettez pas, hein, ça. Il y en a, oui, ils ont fait toute leur carrière chez Saint-Frère. Il y en a qui sont restés gamins. Bon, et puis ils sont revenus, ils sont partis, ont fait le régiment ou la guerre, et puis après, ils ont été prisonniers, puis ils ont été rembauchés, et puis voilà, jusqu'à la fin. C'était la sécurité. La conversation de la semaine journalière, c'était le rugby. C'est parti toujours, c'est parti encore, c'est parti, allez-y les gars. Allez-y, magnifique. Entre les poteaux, Tout appartenait à Saint-Frère. Le directeur était Monsieur Allaire. Et le terrain de rugby appartenait à Saint-Frère. Derrière le terrain de rugby, tout ça vers la voie ferrée, c'était tout Saint-Frère. Il y avait un terrain de basket à l'époque. Il y avait un fronton aussi. Et tout ça appartenait, pour moi, à Saint-Frère. D'ailleurs, on l'appelait le stade de Saint-Frère, on ne l'a jamais appelé le stade municipal. Quant aux tribunes, elles n'existaient pas. Ah, puis bon, il n'y avait pas de tribune, bon, on se mettait tous le long de la touche, même s'il y avait beaucoup de monde. Ce n'est que plus tard, après, c'est la famille Cosmal qui a bâti donc les gradins. Les douches étaient en bas de la côte Saint-Frère, les fameuses douches donc, que M. Bonan chauffait, tout était prêt. À Pio, cette équipe de rugby, moi qui ai joué ailleurs, plus tard, pour moi ça a été la meilleure ambiance, il y avait une ambiance extraordinaire, il y avait des troisièmes mi-temps extraordinaires, et on faisait la troisième mi-temps, c'était le dimanche là. On allait au dancing shag, et on se couchait, même si on commençait à 5 heures du matin, on se couchait. Et on dit les jeunes maintenant, mais enfin, on se réunissait là, quoi, et il y avait une ambiance extraordinaire à Pio, et puis il y avait des gars comme Mongabur qui nous faisaient pleurer de rire, et bien d'autres encore. Ah, c'était très important, il y avait plus de 100 gens à la gare, avec le triage, tout ça. Il y avait du monde, je pense, oui. Et puis il y avait le service bois, il y avait du monde aussi. À la sous-station, il y avait 3 ou 4 agents. À la sous-station, le service électrique, les signaux, je sais pas. Il y avait le service technique, il y avait un charpentier, un maçon, un forgeron. C'est incroyable, hein, tous les services qu'il y avait là. Saint-Frère, quand il y avait souvent plusieurs wagons, alors il y avait un embranchement, Saint-Frère, c'était un embranchement privé. C'était pas électrifié, ça. Ça, il y avait une machine diesel qui allait amener la rame chez Saint-Frère. On avait la maison gratuitement, les assurances gratuitement, l'infirmière pour garder les enfants gratuitement, une visite obligatoire tous les mois gratuitement. Après, il y a eu la cantine. On pouvait aller, si on voulait, se chercher un petit pot de soupe le midi,
Bon, il n'y en a pas beaucoup qui y allaient parce qu'on était quand même à se faire un peu la soupe tous et là. Voilà. Et les avantages, après on avait une mutuelle qu'on ne payait pas aussi. Quand moi j'ai été obligée de payer ma mutuelle, après j'ai trouvé drôle, hein, j'ai senti la différence. On avait droit pendant la guerre, je ne sais pas combien de mètres de tissu tous les mois pour se faire ou un tablier ou... Il y avait une coopérative, c'était au fond de l'usine, là. C'était Monsieur Mahé qui tenait ça. On avait droit à quelques kilos de patates aussi tous les mois. Ah oui, la garderie, les mamans allaient chercher leurs enfants. Elles avaient 3/4 d'heure tous les matins payés, comme si elles travaillaient. Elles arrêtaient leur métier, puis elles partaient chercher les enfants, elles les amenaient avec leurs affaires, mais aussitôt rentrés à la garderie, ils étaient tous déshabillés, habillés avec les affaires de 5 frères. Bien sûr, ils étaient coucounés, ils étaient soignés, pesés, ils mangeaient, ils dormaient. Ils nous faisaient faire une petite fête avec tous les enfants. Tous les ans, parce que c'est eux qui ont amené la fête des mères plus haut, hein, parce que ça n'existait pas avant. Hein. La deuxième fenêtre, c'était l'infirmerie. Alors là, il y avait le docteur Debertier de ce temps-là, et l'infirmière qui était pour nous tous les mois, mais pour les petits tous les jours, hein, du matin au soir, hein, mademoiselle Daricade, elle s'appelait. Voilà. Ah oui, tout était surveillé, il n'y avait rien qui clochait. Hein. Ah oui, oh oui. Ils nous ont mis le pied à l'étrier et nous, on n'avait qu'à travailler, c'est tout. Alors, le salaire, moi, j'avais 50 francs la quinzaine. Ah oui, on était tous très pauvres. Hein. On avait tous la même paye. Hein. Personne n'avait de voiture, ni un vélo. C'était... Oui, moi, je l'ai eu au certificat d'études. Parce que c'est un tonton qui me l'a payé. Mais c'était même pas mon père, hein, parce qu'il ne pouvait pas, hein, mon père, me payer un vélo. Hein. Mais on était tous pareils. Tandis que maintenant, il y en a qui ont évolué beaucoup. Et à ceux-là, il ne faut pas leur demander de te rendre un service. Hein. Non, c'est eux. Avec l'arrivée du train, Puyo va devenir un endroit très attractif. Nous nous trouvons ici à la cité Rigoulette, l'une des 2 cités que connaît Puyo. Il y a là une autre cité, la cité Armentiou. Et Puyo va devenir très attractif, notamment pour les industriels. Nous allons avoir, par exemple, un Alsacien, Schneider, qui va venir ici pour ouvrir une brasserie à Puyo. Et nous avons également une grosse entreprise qui s'investit dans la toile de jute. C'est l'entreprise Saint-Frère qui va venir de la Somme, de Flixecourt plus précisément. Et c'est cette entreprise qui va construire ces corons que l'on peut qualifier de corons béarnais. Alors ceci est tout à fait intéressant puisque c'est une vision très particulière de l'entreprise que nous trouvons ici. En effet, c'est l'employeur qui va construire ces maisons pour les ouvriers afin de permettre à ces derniers d'avoir une certaine autonomie. On pourra voir que ces maisons ont tout un potager, un jardin devant, une salle derrière, une cour pour la volaille, pour le cochon. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que pour l'employeur, ceci va quand même lui permettre d'avoir un droit de regard sur les ouvriers. En effet, ces cités sont situées tout à fait près de l'entreprise en question. Et l'employeur pourra ainsi vérifier que les ouvriers ne manquent pas le travail, soient en bonne santé, si l'un se fait porter pâle, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a un peu un donnant-donnant. Si vous n'étiez pas 3, vous n'avez pas droit. Alors mon père et ma mère, comme ils étaient... Moi j'étais toute petite, je suis rentrée quand même à 16 ans, mais c'était déjà... Eh bien, ils ont partagé la maison avec un couple espagnol. Il fallait partager la maison. Alors on avait droit à une ampoule dans chaque pièce, pas 2. Hein. Attention, hein. Ah, là, là. Et pas l'eau dedans, hein. Une pompe. Parce qu'il y a 22 maisons, une pompe sur le trottoir de chaque côté, pour 11. Une pompe 11. Alors pour aller chercher l'eau, pour rincer la serpillière ou pour faire la cuisine, tout ça. Mais on ne s'est jamais chamaillé, jamais eu un mot. On attendait notre tour. On remplissait le seau et... Après, ils nous ont mis, plus tard, ils nous ont mis l'eau dans la cour. Un petit robinet dans la cour. Alors ça, c'était le bonheur aussi. Oh là là. Et on se lavait à la bassine. Et bien, mon père, il a été le premier à traverser le mur avec ce petit tuyau pour nous mettre un petit évier à la cuisine. On se lavait à l'évier. Mais c'était le paradis.
nous pouvons voir que chaque maison de cette cité avait son potager, ce qui permettait aux ouvriers, après les heures de travail, de cultiver quelques pommes de terre, quelques belles tomates, des patates, etc. Et nous voyons que c'est une tradition qui se perpétue aujourd'hui encore. Le jardin, bien entendu, était un élément essentiel pour les ouvriers puisque cela leur permettait un complément en termes d'alimentation. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'était un lieu extrêmement social. Autant dans les maisons il y avait les murs qui séparaient les familles, autant à l'époque il n'y avait aucune barrière entre les jardins. Et nous avions donc ici un élément qui renforçait le sentiment de communauté, qui renforçait ce sentiment social entre les ouvriers, qui avaient vraiment tous l'impression d'appartenir à une même famille, celle de l'employeur, Saint-Frère. Il n'y avait qu'une mémé qui savait lire à la cité. Eh bien, elles achetaient un petit feuilleton, elles se mettaient autour d'elle, et c'était elle qui lisait le feuilleton de la semaine. Et elles n'en loupaient pas une. Voilà, il y avait le Gatt, c'était mon oncle, on l'appelait le Gatt. Alors pourquoi on l'appelait le Gatt? On l'appelait le Gatt parce qu'il était graisseur, il montait sur une échelle pour graisser les poulies, et on disait il monte comme un Gatt, il monte comme un chat. Et le chat il est resté, le Gatt il est resté. Après les autres, je ne sais pas pourquoi on les appelait comme ça, il y avait le hibou, on appelait le hibou, le fortuné on l'appelait le hibou. Après il y avait un frère aussi, on l'appelait le cagnier, c'était le chien. Et après le guide, c'était le canard. Et après un autre, on l'appelait le pouloy, c'était le dindon. Et souris. Et souris. Souris. Je ne sais pas pourquoi on l'appelait comme ça. Oui. On nous appelait, parlant de jeunes, parce qu'on a commencé ensemble à 14 ans, alors on se connaissait depuis longtemps. Et on disait toujours, on n'appelait pas pour nom de donc mariée. vous, on vous appelait Marie Busto. Marie Busto, oui. On ne connaissait pas de Marie Tournier. Et Nadia Baquet. Oui. Henriette Lartigot. On disait Lartigot aussi. Elle s'appelait Sari. Et il y en a plusieurs comme ça. Oui. Il y en a dont vous vous souvenez? Oui. Et Odette, on disait Odette d'Anjouin aussi. Elle s'appelait Fournier, oui. Voilà. Il y avait une certaine cohésion. Maintenant, après il y a eu les syndicats qui sont foutus et tout le bazar. Bon, faut dire une chose, c'était peut-être très bien, mais ça a foutu la merde. Tout le monde a compris qu'on nous a fermé l'usine parce qu'on a fait trop de grèves. 3 grèves dans un an. Ils en ont eu marre et ils nous ont fermé l'usine. Ils ont gardé que la tresserie en haut pour les sandales. Parce que tu sais, quand ça a fermé en 58, ça a été, pour les personnes âgées, ça a été la catastrophe terrible. Pour les jeunes, non, parce que en même temps, là qui commence. Alors ça a été le bonheur des jeunes et le malheur des personnes âgées. Il y en a qui l'ont très très mal pris. Le papa de Macaire, Garcia, il s'est pendu et tout là-bas. Hein. Il ne voulait pas aller travailler à Lac. Hein. Le père Pérez, il est tombé malade aussitôt aussi. Hein. C'était des gens qui ne voulaient pas partir à Lac. Et ils avaient fait toute leur carrière là, ils voulaient rester là. Et voilà, où il y a eu beaucoup de chamboulements, oui là. Quand la mairie de Puyot nous a interpellés sur le sujet, la réflexion que j'ai eue, elle n'a pas été très longue. On a tout de suite dit il faut y aller. Parce que Puyot représente, pour Flixecourt, quelque chose d'emblématique, puisque Saint-Frère y a créé une usine, mais que nous avions aussi beaucoup de salariés de la vallée de la Nièvre qui venaient apporter la technologie à Puyot, puisque les mécaniciens de Saint-Frère sont venus pendant de nombreuses années. Et quand on sait que Puyot, qui a été construit dans les années 38-39, plus précisément, malheureusement pendant l'exode de la guerre, beaucoup de Flixecourtois sont venus aussi à Puyot par rapport à cette difficulté au moment de la guerre. Et pour nous, ça a été, je dirais, quelque chose qu'on ne pouvait pas ne pas prendre en compte. Et je pense qu'on l'a pris en compte et qu'on veut véritablement tisser des liens entre Puyot et Flixecourt, ou Flixecourt et Puyot, dans tous les domaines, que ça puisse nous amener à avoir un jumelage, qui ne soit pas un jumelage pour dire on fait du jumelage, mais qui corresponde à une véritable volonté de travail. Et je l'ai encore vu à la chorale jeudi soir, des gens qui ont travaillé dans l'entreprise Saint-Frère étaient contents de venir me parler de ce qui s'était passé dans ces usines Saint-Frère
Et ils l'avaient chaud au cœur comme je l'ai chaud au cœur, puisque j'ai eu l'occasion de vous le dire, je suis malheureusement ou heureusement un pur produit Saint-Frère. Je suis né à la maternité de Saint-Frère et je finirai mes jours dans le cimetière Saint-Frère à Flixecourt. Donc vous voyez pourquoi ce jumelage, c'est tout naturel à mes yeux. Et puis on avait envie de connaître aussi le Béarn. Saint-Frère aura effectivement marqué beaucoup l'histoire puyolaise, mais pas que Saint-Frère, puisqu'à Puyol il y avait également la SNCF avec près de 200 cheminots, Puyol étant un nœud ferroviaire important. Il y avait aussi les usines, les brasseries Schneider, qui était aussi un lieu important et qui pendant des années a véhiculé dans toute la région aquitaine le nom de Puyol. De ce passé, Puyol est resté donc un village rural, mais un village avec une très forte tradition ouvrière. Cette tradition ouvrière nous a ramené bien entendu beaucoup de solidarité dans le village et aussi une capacité d'accueil très importante, puisqu'il a fallu aller chercher la main-d'œuvre à l'extérieur et autour de Puyol, ce qui fait de Puyol aujourd'hui un village accueillant, un village où beaucoup de populations se mélangent, se croisent et apportent sa culture, sa façon de vivre et enrichit énormément notre vie locale. Puyol, c'est aujourd'hui donc un village rural, mais un village rural à très forte tradition ouvrière, puisqu'on retrouve bien entendu Otec. Dans les usines où autrefois était Saint-Frère, mais on retrouve également FLD, Francis Lavigne Développement, qui avec ses 50 employés, a continué à perpétuer sur la commune la tradition de la chaussure. On a également ASG qui est arrivé aujourd'hui, qui fait de la connectique, ce qui apporte également un plus à notre village. Puyol donc a un rôle de centre-bourg avec beaucoup de commerces, beaucoup d'activités, une agence bancaire, une agence postale, une gare, un centre de secours, un cabinet médical, une pharmacie, ce qui en fait un lieu assez vivant et assez animé, avec une activité culturelle relativement importante que la municipalité essaie d'accompagner. C'est le club de rugby qui va fêter son centenaire très bientôt. Ce sont les associations, c'est une expo peinture chaque année qui regroupe une centaine d'exposants. C'est le festival Brassens. Ce sont toutes les manifestations qui sont organisées par les différentes associations. On trouve du modélisme, on trouve de la peinture sur soie, on trouve une chorale également qui a regroupé une soixantaine de personnes autour d'elle et qui se produit dans tout le territoire. Vous l'aurez compris, et je crois que c'est ce qu'on voulait montrer, on est bien entendu très fiers d'être Puyolais et très fiers d'être ce qu'on est. Mais si on est ce qu'on est, c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus nous apporter leur culture, leur savoir-faire. On a su aussi les accueillir et le message que je voulais faire passer, c'est que Puyol a cette capacité d'accueillir, de recevoir. Et si vous avez envie, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à venir dans notre village. On saura continuer à vous accueillir, à recevoir, à profiter de ce que vous pourrez nous apporter. Et vous, en contrepartie, vous profiterez de ce que nous sommes et de ce que nous, on peut vous apporter. C'était comme une grosse cellule familiale, vous savez, un peu, chez Saint-Frère. Ah, écoutez, je vous dis franchement, c'était une belle époque. J'aimerais, si je pouvais, revenir en arrière, mais on ne peut pas. C'était là, on était tous à la même enseigne, c'était comme ça. Hein. Ce qui a fait mal aux gens, c'est la télévision. La télévision a tué la camaraderie.